Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Saha Ramadankom, un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Et oui, nous sommes dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan, où que vous soyez, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. J'espère que vous passez d'agréables moments en famille, en ce mois de piété, de convivialité et de partage. Au programme du jour, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec une toute nouvelle loi très importante, la loi 01-25, datée du 20 février 2025, consacrée aux personnes aux besoins spécifiques. Nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie l'illustre avocate à la Cour de rang, maître Jamila Sabal, qui nous parlera un peu plus en détail de cette nouvelle loi, quels sont les nouveaux acquis pour cette catégorie de la société. On continuera ensuite avec une touche de spiritualité avec Cheikh Karim Al-Aroussi, qui sera parmi nous aussi pour nous parler des derniers jours du mois sacré de Ramadan et comment renforcer davantage sa foi et sa spiritualité. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois sacré de Ramadan, une date symbolique qui coïncide avec Laylat al-Qadr. Donc on parlera bien évidemment de cette nuit-là, ainsi que du débat autour de Zakat al-Fitr. On en parlera un peu plus en détail juste après. On continuera ensuite avec un petit crochet au théâtre avec notre cher dramaturge Mohamed Mehoubi qui cartonne d'ailleurs actuellement avec un one-man show avec lequel il fait une tournée au niveau des wilayas de l'Ouest. Et nous ferons un plaisir d'aborder ce tout dernier spectacle avec lui. Et on finira avec une touche de poésie avec ce bel événement qu'a accueilli la wilaya de Sidi Bel Abbas, un événement consacré aux nuits du conte et des arts vivants. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous deux conteurs ayant participé à cet événement pour nous parler un peu justement de l'importance aujourd'hui du conte et plus précisément de la transmission orale. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que le programme sera à la hauteur de vos attentes. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec notre premier plateau. Mais tout d'abord, histoire de vous mettre un peu dans le bain, on commence avec une petite chanson du groupe Ferda. On vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après pour commencer. A tout de suite. بحق من خطب ونجاد عليه الصلاة والسلام
شيخي بن يحسن ضم فيك أكرم كرامتنا بفارة شيخي بن يحسن ضم فيك أكرم كرامتنا بفارة شيخي. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre première invitée, notre illustre avocate à la Cour d'Oran, Maître Jamila Sabr. Maître Sabr, marhaba bik. Merci beaucoup de répondre toujours présente pour participer au Bonjour d'Algérie et pour nous éclairer sur tout ce qui se passe dans le milieu du droit juridique. Tout à fait. Alors, c'est toujours un plaisir de le faire. Et aussi d'informer nos chers téléspectateurs. Oui. Et comme on était en train de parler maintenant, Oui. donc il y a des gens qui ne sont même pas au courant des nouvelles lois. Justement. Donc c'est notre rôle à vous et à nous. Oui. Vous en tant que, c'est-à-dire médias et tout ça, télévision, et nous en tant qu'avocats, hommes et femmes de loi, d'informer donc nos chers téléspectateurs de tout ce qui se trame, ce qu'il y a de nouveau comme loi et tout ça. Et c'est un réel plaisir étant donné que c'est une émission à caractère public et de pur service public. Donc on profite pour faire le tour un peu de tout ce qui se fait dans la vie quotidienne de tous les jours et informer nos chers Et téléspectateurs. ça aide beaucoup, hein. Oui. Oui. Oui, parce qu'on a le retour. Il y a des gens qui nous abordent, ils nous accostent dehors, ils disent merci, merci. On était perdus, on ne savait pas que cette loi existe et tout ça. Oui. Maintenant, on sait. C'est-à-dire ils arrivent à mettre, c'est-à-dire un nom sur ce qu'ils ont comme problème. Tout à fait. Voilà, au Tout- contentieux. Tout à fait. Et pour parler du sujet du jour, on essaie à chaque fois de varier un peu sur les thématiques. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes à besoins spécifiques et notamment la nouvelle loi 01-25 fait. datée du 20 février 2025. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je voulais- Alors, c'est une loi qui était tant attendue, Oui. donc, et c'était aussi le cheval de bataille du président de la République. Oui. Donc, c'est une loi, parce qu'il en a beaucoup parlé lors de son programme, avant qu'il soit élu président de la République, de cette frange de la société, à qui il donnait beaucoup d'importance et tout ça. Il a dit quand même qu'il était lésé, assez lésé et Oui. tout ça. Donc, et voilà, donc la loi qui fait son apparition là. Et cette loi, elle est quand même elle est très importante. Donc, on va voir de quoi il s'agit, quels sont les avantages, quels sont les nouveaux droits octroyés aux personnes aux besoins spécifiques. C'est-à-dire, quand on parle aux besoins spécifiques, ça veut dire que c'est des personnes handicapées. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait. Alors, les personnes handicapées, c'est par catégorie. Il y a des personnes handicapées aux besoins spécifiques à 100%, c'est des degrés. Hein. D'accord. Donc, il y a d'autres personnes, c'est des degrés, il y a 70, Tout dépend 80, tout à fait. de l'handicap. Tout à fait. Oui. Donc, et je vais dire, l'handicap, il peut être deux catégories et de deux natures aussi. Il peut être inné, c'est-à-dire suite à c'est-à-dire une maladie congénitale. D'accord, oui. Et voilà, donc l'enfant né handicapé et tout ça. Donc, ou, c'est-à-dire suite à un accident du travail ou un accident de la circulation, ou par exemple une intervention chirurgicale ratée, ou Très bien, la oui. prise d'un médicament, Oui. et on devient handicapé. Oui, Voilà. des facteurs qui ont favorisé Tout à fait. son handicap. Tout à Très fait. bien. Alors, madame, pour revenir un peu à cette nouvelle loi, on rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est une loi qui a été enrichie. Donc, c'est une loi qui date de 2002. 2002. Très bien. Alors, quels sont justement les nouveaux acquis par rapport à 2002? Voilà, très bien. Donc la première des choses, voilà, concernant cette loi, donc d'abord, c'est-à-dire quand il s'agit d'une personne aux besoins spécifiques, c'est-à-dire déclarée à 100%. Donc elle a la gratuité déjà des transports, même les vols intérieurs, D'accord. voilà, et aussi la gratuité à l'accompagnateur. Très bien. Même pour les vols intérieurs aussi. Oui, voilà. D'accord. Pour tous les transports. Tous les transports et les vols intérieurs, à l'accompagnateur et à la personne c'est-à-dire qui souffre d'un handicap à 100%. Pour les personnes, donc c'est par degré d'handicap et tout ça, pour les personnes aussi ont des avantages en matière de transport, Oui. c'est-à-dire vol intérieur, de tous les transports et tout ça. Les avantages, ils sont prioritaires, c'est-à-dire pour la prise en charge médicale. D'accord. Aussi, donc au niveau des hôpitaux et tout ça. Ils sont même, c'est-à-dire la loi exige qu'on forme le personnel paramédical et médical, c'est-à-dire dans la communication et la prise en charge de ce genre, de cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques. Même l'aménagement, c'est-à-dire des infrastructures, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux et tout ça, elle va être aménagée, c'est-à-dire en fonction de l'handicap de cette catégorie, de la frange de la société. Oui. Parce qu'on peut pas quand même, on doit penser à tout. Ils ont certaines spécificités, c'est-à-dire exigences aussi. C'est-à-dire, alors, ensuite, il y a la prise en charge en matière. Il va y avoir des instructions à donner en matière de construction, de
tout, c'est-à-dire tous ces bâtiments ou infrastructures de l'État au privé. Oui. Donc, c'est-à-dire il faut toujours penser à cette catégorie, c'est-à-dire en matière pour qu'ils puissent accéder facilement, Oui. c'est-à-dire surtout en matière... Moi, j'ai vu il y a quelques années, au niveau d'un tribunal, les gens qui avaient un handicap comme ça souffraient pour arriver à la salle d'audience. Oui. Alors, il y avait des escaliers, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas le truc là pour ce genre de personnes. Il n'y a pas un couloir dédié. Voilà, il n'y avait pas ouais. d'ascenseur aussi. Oui. Voilà, donc ils souffraient pour arriver à la salle d'audience. Il fallait, je ne sais pas combien de personnes pour les porter Oui. et tout ça, avec la chaise. Et c'était quand même assez humiliant. Oui. Parce que ce genre de catégorie de franges de la société, le président de la République a insisté pour qu'on préserve leur dignité. Oui. Voilà, c'est très important. Et qu'ils puissent vivre quand même sereinement dans la société et avoir accès, c'est-à-dire à tout ce dont ils ont besoin aussi facilement. C'est-à-dire, alors il y a ça, il y a aussi, donc ça c'est très important aussi, c'est-à-dire en matière de recrutement. Donc ils ont droit à l'éducation aussi, il y a des instructions et des ordres aussi à donner. Il faut, c'est-à-dire, même on doit leur créer des classes, même dans une école ordinaire pour Des ces classes enfants. spéciales. Parce Des qu'au spéciales, début, oui. vous vous rappelez, il y a des années, on les renvoyait, les pauvres. Oui. Voilà, et on voyait les parents qui étaient en détresse et tout Tout ça. à fait. Et donc, personne ne les prenait en charge, donc ils restaient chez eux. Donc, on doit aménager des classes, même, parce que l'handicap, il est mental et il est moteur aussi, hein. Voilà. D'accord. Donc, s'il n'y a pas des instituts spécialisés, il y a certaines personnes qui sont orientées vers des instituts, des écoles spécialisées. Si l'handicap est assez léger et tout ça, on leur crée des classes au niveau de l'établissement scolaire lui-même. Oui. Pardon de vous interrompre. Justement, par rapport aux établissements scolaires, est-ce qu'il y aura des établissements dédiés aux personnes spécifiques ou est-ce qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle école publique comme tout le monde, mais dans des classes spéciales? Alors, il y a une certaine catégorie dans l'handicap qui est assez important. Donc, on les oriente vers des établissements spécialisés. Pour les personnes qui ont un handicap assez léger, c'est-à-dire qui n'est pas très grave, très chronique et tout ça, on leur crée des classes au niveau des établissements scolaires. D'accord. Pour les personnes c'est-à-dire qui sont en graduation, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pareil aussi. Aussi, c'est-à-dire pour la formation professionnelle. Et pour les personnes aussi, donc qui passent les examens, ils ne peuvent pas les passer. Il y a les non-voyants, par exemple. Donc, il y a une procédure spéciale pour eux, c'est-à-dire il y a un accompagnateur qui peut, c'est-à-dire lire ou dicter ou lui lire le sujet. Il y a un surveillant, c'est-à-dire même tout a été pensé pour faciliter la tâche pendant les examens. Il y a autre chose aussi qui est très importante là, et c'est une révolution, c'est-à-dire en matière de la promotion et de la protection des droits des personnes aux besoins spécifiques, c'est-à-dire chaque société, qu'elle soit publique ou privée, est dans l'obligation de consacrer 1% de ses postes pour les personnes aux besoins spécifiques. Oui. Dans le cas où, c'est-à-dire cette société ou cette entreprise ne peut pas, c'est-à-dire la nature de travail ne peut pas recruter. Par exemple, quand on voit au sud, en matière des hydrocarbures, les sociétés, c'est un peu dur pour une personne. Oui, tout à fait. Donc on ne peut pas, on verse 1% de ses entrées au trésor public D'accord. qui va être réutilisé, c'est-à-dire pour la promotion, la recherche scientifique, les aides de ces personnes aux besoins spécifiques. Voilà. Ça, c'est très, très important. Très important, Oui. surtout pour la recherche scientifique, Oui. parce qu'on essaye de trouver... Il y a les maladies congénitales, il y a Tout à fait. autres, il y a plein de choses. Donc, ils ont la gratuité des appareillages, dans le cas où ils ont un problème, c'est-à-dire amputer des bras, des mains, Je vous ai dit, quand il y a suite aussi à un accident de la circulation, c'est-à-dire la gratuité de l'appareillage, de la rééducation et tout ça. Oui. Donc, oui. Désolé. Au fait, je vais y revenir dans un tout petit moment, mais avant, j'avais une question, c'est par rapport... Est-ce qu'il y a des personnes, des catégories de personnes à besoins spécifiques qui ne sont pas concernées par cette loi? Est-ce qu'elle concerne uniquement des cas plus ou moins poussés ou extrêmes, ou ça concerne tout type Là, tout type.
D'accord. Non, c'est général. D'accord, c'est général. Voilà, tout à fait. Très Voilà, bien, très bien. c'est général. Donc, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, sinon ça va être de la discrimination. Non, non, en fait, Donc, c'est s'il y a et cette catégorie, elle a vécu énormément de discrimination Oui. et de laisser aller aussi. Donc, non, c'est tout le monde. Hein. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est par degré. Il y a aussi un autre élément qui est très important aussi, Oui. parce que sachant, c'est-à-dire, je tiens à préciser que l'Algérie, le gouvernement plutôt algérien, a signé une convention internationale pour la promotion et la protection des droits des personnes aux besoins spécifiques. D'accord. Donc, de là, il y a un élément quand même qui est assez important aussi. Donc, toutes ces personnes-là, donc il y a leur prise en charge, il y a aussi leur protection en matière pénale, ce qu'on appelle les dispositions pénales de cette nouvelle loi. Par rapport à la discrimination, à tout type de Tout discrimination. type de Très mauvais traitements. Alors, je vais vous le citer aussi. Donc, par exemple, la première, en matière de disposition pénale concernant cette nouvelle loi du 20 février 2025, donc, la première des choses, on voit que déjà à la base, c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, Oui. elles se font passer pour des personnes aux besoins spécifiques. D'accord. Elles font D'accord. des fausses déclarations. Tout ça. Ces personnes-là, elles peuvent faire de la prison ferme jusqu'à 3 ans de prison ferme. D'accord. C'est-à-dire, si on donne une fausse déclaration, parce qu'il y a, dès qu'il y a une gratuité ou des aides financières au matériel, donc on voit automatiquement, ça attire les escrocs, les mal intentionnés. Et Ça attire tout les ça. prédateurs. Tout à fait, Oui, tout à fait. oui, oui, tout à fait. Donc la loi est claire dans ce Oui. sens. Toute personne qui arrive à faire une fausse déclaration, Oui. comme quoi qu'elle est elle-même, c'est-à-dire qui fait partie de cette catégorie, ou elle a un membre de sa famille et tout ça, donc elle sera poursuivie pénalement. Très bien. Ce qui est encore plus grave aussi, la loi, on a vu qu'elle essaye de protéger cette catégorie ô combien vulnérable. Voilà. Et des fois de leurs propres parents. Voilà. Donc la loi est claire. Toute personne, parce qu'on a vu énormément, on les voit sur les réseaux sociaux, à la télé et tout ça, dehors aussi. Donc on voit qu'il y a des personnes qui ramènent ces personnes handicapées aux besoins spécifiques et tout ça. Donc elles les mettent en avant pour demander de l'argent, de l'aide, une aide financière et tout ça. Donc des fois ils nous inventent, on a besoin de médicaments alors que tout est gratuit maintenant. Oui. Donc c'est la DAS qui prend tout en charge déjà. Alors c'est pour ça, il y a l'article, je pense, 10 ou 25 de cette loi, cette même loi, qui oblige les parents ou toute personne qui a autorité sur une personne handicapée de la déclarer au niveau de la DAS. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un recensement, qu'ils savent il y a combien de personnes, pour qu'on lui fasse une carte. Cette carte, elle lui ouvre droit à pas mal de choses, à beaucoup de choses et beaucoup d'aides et tout ça. Donc, ils sont dans l'obligation de les déclarer. C'est pour ça, moi, je sollicite les téléspectateurs, même si vous n'avez pas un membre de cette catégorie, partagez l'information. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans des endroits reculés, qui ne sont pas au courant de ça. Oui. Ils sont dans l'obligation, en plus, ils ont beaucoup d'aides aussi. Donc énormément. On a vu des fois des vidéos où des personnes et toute une famille qui est handicapée mentale, qui vivent dans la montagne, des endroits reculés et tout ça, qui n'ont ni carte, ni subvention, ni rien du tout. Donc ils vivent dans certains Alors que c'est un droit. Oui, effectivement. Ils peuvent énormément les aider, Tout à fait. les prendre en charge, suivi médical, même matériel, tout. Donc, alors c'est pour cela, donc il faut. Alors l'autre loi, si par exemple ces personnes sont condamnées, elle peut aller jusqu'à 5 ans de prison, la condamnation pénale. D'accord. Voilà. Alors elle est doublée si un de ces personnes-là qui a autorité sur cette personne handicapée, ou c'est-à-dire que ce soit son père ou sa mère ou ses frères et tout ça, essaye de les utiliser, de les exploiter. D'accord. Ça, la peine sera doublée. Voilà. Donc aussi, elle est... Oui. Au fait, désolé, juste pour rester dans la même thématique, on en parlait tout à l'heure dans les coulisses, par rapport à certains parents désespérés, eux qui veulent aider justement leur enfant à besoins spécifiques, et qui, par manque de connaissances vis-à-vis des droits et des droits de leurs enfants, utilisent les réseaux sociaux
pour faire des appels à l'aide pour la prise en charge de leur enfant. Et il m'avait dit que c'est illégal. C'est illégal, parce que je vais vous dire pourquoi. Déjà, l'État prend en charge ses enfants, c'est les pupilles de l'État, c'est les enfants de l'État. Oui. Prend en charge ses enfants. Donc, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme avantage. Ils sont, même sur le plan, ils ont dit on a été tel hôpital, tel truc, ils nous ont pas répondu. Non, ils sont dans l'obligation de les répondre. Dans le cas où on vous répond pas, vous allez dans un hôpital, on prend pas en charge votre enfant ou un membre de votre famille et tout ça, vous allez voir directement le procureur de la République. Ils sont dans l'obligation de vous prendre en charge, de répondre, que ce soit la DAS, les hôpitaux, les infrastructures, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est, c'est-à-dire dont ils ont besoin et tout ça. Donc surtout en matière médicale. Oui. Ils disent non, ils n'ont pas, ils nous ont demandé une opération. Alors ils vous ramènent, moi ce que j'arrive pas à comprendre, ils vous ramènent des devis de pays étrangers, je sais pas, à 2 milliards. Non, mais il faut être fou, là. Donc, à 2 milliards et tout ça. Donc, et des fois, il s'est avéré que c'était une escroquerie. C'est-à-dire, cet enfant ne nécessitait pas aussi cette prise en charge et tout ça. Déjà, il va y avoir un autre scandale qui va éclater en matière de prise en charge et d'envoi à l'étranger. Hein. Déjà, il y a eu, et ça parle, et ça bouillonne et tout ça. Oui. Donc, vous allez 2 milliards. En plus, il faut aussi prendre en charge l'accompagnateur, mais ça se fait au niveau de nos hôpitaux. Oui. Donc, dans le cas, c'est-à-dire où il y a une opération qui nécessite une intervention et tout ça, vous voyez, avec la DAS, c'est-à-dire avec les services sanitaires et tout ça, il y a un relais là qui se fait. Oui. Vous arrivez là, qui nous dit vraiment que vous allez... Et déjà, de quel droit vous demandez toute cette somme? Et qui sont ces personnes qui vous donnent cette somme? Normalement, c'est réglementé quand on donne de l'argent. Là, on voit que c'est tout le monde qui donne de l'argent, ça ramasse, ça partout, c'est tout le monde qui s'autoproclame. Oui. Je sais qui, il va aider cette personne. Ensuite, il y a eu des problèmes. Non, ils nous ont volé, ils nous ont pas... Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Voilà. Donc, ça rentre, il y a le blanchiment d'argent. Pour éviter le blanchiment d'argent, il y a pas mal de... Donc, le transfert des capitaux, il est important. Exactement. Il est régi par une loi au niveau de notre pays. Oui. Donc, c'est des gens qui jouent, en fait, ils font même appel à la communauté expatriée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, comment cet argent fait pour rentrer, qui va de l'autre côté, qui va rentrer en Algérie, qu'est-ce qui se passe? Qui va régir? Donc là, on doit faire très attention, ne tombez pas dans ce piège, c'est de l'illégalité et des transferts des capitaux illégalement aussi. Oui. Donc, il y a l'État qui prend tout en charge. Voyez avec l'État, dans le cas où, c'est-à-dire l'hôpital, c'est-à-dire n'arrive pas, je ne sais pas, donc c'est une opération qui nécessite un déplacement, c'est l'État qui doit c'est la DAS, la DAS, l'hôpital, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Santé, qui travaille conjointement, le ministère de la Santé et tout ça. Donc ils vont me dire non, il y a la... Non, faites votre travail. Allez-y voir si quelqu'un vous refuse, déposez plainte. Il faut connaître vos droits aussi. Donc il ne faut pas se laisser faire. On sait que des fois c'est pas facile et tout ça, mais ne vous laissez pas faire. Voyez, vous allez voir le procureur de la République. Je vous ai dit là des fois, il peut même vous désigner un avocat d'office qui va suivre votre affaire, c'est-à-dire gratuitement. Vous n'avez besoin de rien. Voilà. Alors, une dernière question brièvement, Maître Sabal, par rapport justement à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions légales par rapport à cette nouvelle loi. Quels sont les mécanismes concrets qui ont été mis en place pour assurer le bon suivi de l'application de cette nouvelle loi dans les diverses structures? Oui, les mécanismes, c'est-à-dire on doit appliquer carrément les articles, c'est clair, c'est-à-dire c'est précis, c'est-à-dire on doit les appliquer. Dans le cas, comme je viens de le dire aussi, comme c'est une nouvelle loi, elle a été promulguée le 20 février 2025. Donc moi je suis persuadée, je vous assure, sur ce point-là, que le président de la République, s'il lui arrive une plainte, c'est-à-dire c'est une personne, un membre de la famille aux besoins spécifiques, je sais qu'il va réagir tout de suite. Moi, je vous laisse. Parce que c'est-à-dire, il a beaucoup bataillé pour cette frange de la société et tout ça. D'ailleurs, c'est-à-dire, la première loi, c'était 2002. Donc, vous voyez, c'est après 23 ans qu'il y a eu une autre loi, alors qu'il y a eu, entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions, de mutations sociales et tout ça, et que cette catégorie a souffert aussi.
Voilà. Ouais, c'est une catégorie toujours mise à l'écart, tout à fait, tout à fait. discriminée aussi. Beaucoup. Oui. Là, on les voyait, on les renvoyait de l'école, Ouais. on les renvoyait, même des fois au niveau des hôpitaux, on les prenait pas en charge. Il dit c'est des cas difficiles et tout ça. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi, s'il y a un problème, quelqu'un vous refuse quoi que ce soit, vous allez voir le procureur de la République. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Merci à Maître vous. Jamila Sabar, pour ces très importants éclaircissements sur cette nouvelle loi. J'espère que ça a été très bénéfique pour nos chers Inch'Allah, téléspectateurs. on l'espère. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on aura Merci à vous aussi. l'occasion de vous revoir très bientôt Inch'Allah. pour Inch'Allah. une autre thématique, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, merci à vous. Quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau. Mais tout d'abord, on vous emmène au niveau du musée national Ahmed Zabana d'Oran pour découvrir cette belle exposition qui a été consacrée aux vêtements traditionnels haïk. Donc on vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après. Le haïk algérien, un patrimoine vestimentaire qui a accompagné la femme algérienne dans des périodes importantes de l'histoire du pays. Porté durant la colonisation, la révolution et même l'indépendance, ce tissu demeure un sujet de convoitise qui inspire à être constamment promu et valorisé. اليوم انا نحس بروحي لابسه الهويه تاعي الجزائريه، نفتخر بتاريخي واصالتي، لانه هذا اللباس اللي كانت تلبسه عمتي نعقلها كي كنت صغيره وتروح بيه للحمام، اما جداتي قعدوا لنا هذوك لي زيماج تاع صغرنا كي نشوفوهم لابسينه وخارجين به، كانت عندها هذيك الهمه والشان كي تخرج به وتروح للافراح دونك هنا حسيت بهذاك الشعور اللي كانوا يحسوا به قبل زمان. اليوم راني مفتخرة أني لابسة هذا اللباس التقليدي القديم اللي يفكرنا بجداتنا قديما اللي كانوا يلبسوا هذا اللباس التقليدي واللي يفكرنا بالقعدات نتاع زمان والعادات والتقاليد ولباسنا وتراثنا القديم. احنا الحمد لله رانا نحيو هذا اليوم باه نتفكروا وتبقى في الذاكره وفي التاريخ وما ننساوش عاداتنا ولباسنا وتقاليدنا وجدودنا وكيفاش كانوا عايشين كيفاش كانوا يلبسوا. L'appellation du haïk diffère selon les régions du pays, ce qui a motivé l'ambassadeur du costume traditionnel Bechi Shaila à exposer plus de 100 variations du haïk au musée national Ahmed Zabana d'Oran. Exposition qui a été accompagnée également de conférences par des experts sur le sujet. الحايك هو يعني هوية المرأة الجزائرية، وفي العقبة تاعي يعني في هذا الكوليكسيون عندي الحايك ما قبل 1850 وعندي يعني هكا الحايك ما بعد 1962 اللي هما يتكلموا دائما المرمى، لكن قبل المرمى كاين الحايك اللي موجودين هنايا يعني هنا يعني هنا في المتحف، ويعني منها يعني تاع اللوزه تاع الورده حتى هكا الواطيه وثاني المقرون، لان الازدياد لا نيسونس تاع يعني تاع الحايك ما كانتش المرمى، كانت حنا نقولوا المقرون، وكلمه المقرون ماخوذ من كلمه حنا نقولوا قرن يعني الطرف، يعني طرف قماش. باطاي دالجي اللي لبسها عليه لابوانت كانت المراه الجزائريه تخدم به يعني الثوره، ولحد الان هي يعني سيت اون فالور انستيمابل، يعني ما نشوفوا ما نلقوش كما الحايك. نحاول على مستوى المتاحف وعلى مستوى وزارة الثقافة والفنون أن نحيي هذه الأيام حتى نحافظ على كل ما هي عناصر التراث الغير المادي الجزائري، والحايك واحد من عناصر هذا التراث. اليوم غادي نشارك بمداخلة تحت عنوان تاريخ الحايك الجزائري والحايك بصفة عامة. رايحين نبذة تاريخية من الوقت الأندلسي، يعني من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا. والتوثيق للحايك في العالم هو في الجزائر العاصمة. كاين كتاب ظهر في 1663 يحكي فيه واحد عاش في الجزائر العاصمة ويصف امرأة لابسة الحايك الجزائري. آخر كتاب تاعي هذا تاع الزي التقليدي الوهراني، وفي هذا الكتاب تكلمت شوية على الحايك، يعني خصصت على البلوزة، لكن تكلمت على الحايك الوهراني، على الكسا، حنا نقولوا الكسا ولا الملحفة. وهنا مثلا كما هذه الوالدة تاعي هنا في وهران في الخمسينات دايره الحايك، هذا يعيطوا له حايك الغوار. Le haïk a accompagné jadis la femme algérienne dans tous ses déplacements quotidiens, une tradition dont œuvrent les générations actuelles à promouvoir et valoriser davantage.
vêtement traditionnel hautement symbolique et vecteur d'identité culturelle algérienne. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre deuxième invité. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous attarder sur les derniers jours du mois sacré de Ramadan et comment renforcer davantage notre spiritualité. Et ça sera avec Cheikh Karim Laroussi. Cheikh Laroussi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Barakallahu fik, et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Cheikh Laroussi, nous sommes quand même dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan. Pourquoi ces derniers jours sont considérés comme particulièrement importants, pour commencer? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des lieux bénis et des moments bénis comme des prophètes bénis. Et le mois de Ramadan, c'est un mois lunaire où Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et quand on dit que c'est un pilier, on doit donner une grande considération à cet événement ou bien à ce mois. Oui. Et quand ce mois-là avance vers les 10 derniers jours, donc c'est un moment où le prophète alayhi salam, il a donné une grande considération. Notre mère Aïcha nous dit, le prophète alayhi salam, quand il arrive les 10 derniers jours de Ramadan, il se réveille, et il fait la prière nocturne et il s'éloigne de ses épouses. Oui. Parce que déjà quand on a une course, les participants dans la course, ils vont accélérer quand ils rapprochent vers la fin. Et le mois de Ramadan, quand il passe, on ne sait pas est-ce qu'on peut vivre jusqu'à l'année prochaine pour assister au Ramadan prochain ou bien c'est notre dernier Ramadan. Oui. Et donc cela, c'est un investissement qui est spirituel qu'on doit... Il faut toujours le vivre comme si c'était le dernier. Oui, toujours on vit comme si c'était le dernier. Oui. Et si on rate Ramadan et ce moment béni et cette occasion, le prophète alayhi salam, il nous avertit que peut-être celui qui rate Ramadan et ne sera pas pardonné, il n'a pas une autre occasion où il sera pardonné. Oui. Oui. En plus, Ibn Taymiyyah par exemple, il a été interrogé sur le sujet des 10 derniers jours de Ramadan et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Oui. Il leur dit, c'est quoi le meilleur? Est-ce que les 10 derniers jours de Ramadan, ou bien les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Wal-Fajri wa layalin ashrin. Oui. Donc il dit que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour, sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Et les nuits de Ramadan sont meilleurs que... Donc nous avons 10 jours et 10 jours. Oui. Ces moments-là, le croyant, il peut s'affranchir, il peut gagner l'affranchissement de l'enfer, il peut gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est pour ça, les 10 derniers jours de Ramadan, on doit toujours se pencher vers elle et on doit se libérer de toute autre chose qui n'est pas importante. Oui. 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 Alors, Cheikh Laroussi, on remarque durant le mois de Ramadan en tout cas en Algérie, que certains fidèles se concentrent uniquement sur la prière et le dhikr, mais négligent un peu leur responsabilité sociale, voire familiale. Quand on remarque malheureusement un article qui est apparu hier dans le quotidien El Moujahid par rapport au gaspillage, 6,4 tonnes de pain jetées dans les poubelles, uniquement durant le mois de Ramadan de cette année. C'est quand même un chiffre, c'est quand même un chiffre désolant et indigne de la communauté musulmane. Oui. Et quand même c'est une augmentation de 92% par rapport au mois de Ramadan de 2024. C'est un chiffre étonnant. Oui. Oui. Le mois de Ramadan, il est accompagné par une culture et la conscience. Oui. Le mois de Ramadan, en vérité, c'est le mois de l'économie. Ce n'est pas le mois de dépenses. Oui. Notre société, elle va au-delà de ça. Ils ont dépassé les dépenses vers le gaspillage. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui gaspille, Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Dans un autre verset, il fait l'analogie comme des diables. Oui. Donc quand il s'agit dans le mois de Ramadan, pourquoi le croyant se penche vers l'aliment? Donc le mois de Ramadan, il est juste pour l'augmentation spirituelle.
Oui. C'est la prière, c'est l'adhkar. Donc il va se consacrer, se limiter juste pour le côté spirituel. Le côté matériel, déjà, il est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a dans la table plusieurs plats posés, donc cela, c'est un symbole de gaspillage. Donc on dépasse les limites et après, peut-être, on sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Alors, Allah dit Shaitan al-Marid la'anahu Allah. Oui. Donc, le comportement du croyant pendant le mois de Ramadan, il doit être conforme aux recommandations prophétiques. Donc, c'est le mois de l'économie. Déjà, si on fait un petit calcul sur la consommation, au-delà de Ramadan, Kharij Ramadan, on mange beaucoup plus que le mois de Ramadan. Et pourquoi nous trouvons l'inverse? Oui. Pourquoi il y a des dépenses qui se multiplient par rapport aux autres mois? C'est Donc, l'envie peut-être, l'envie qui est accentuée par le jeûne. Oui, c'est ça. Oui. Donc on doit... Oui, mais au lieu de justement de combattre justement cette envie et de plus s'alimenter Donc, en spiritualité, on s'alimente plus en... Donc c'est un sujet, il faut un raisonnement. Oui. Il faut un raisonnement pour les parents, et il faut sensibiliser la famille. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de tous ces plats. Exactement. Il faut 2-3 plats maximum. Oui. Si on dépasse cela, c'est pas recommandé. Effectivement. Alors à présent, Cheikh Al-Aoussi, j'aimerais revenir sur l'Laylat al-Qadr, étant donné que nous sommes à la veille de cette nuit sacrée, une nuit qui vaut 1000 mois. Donc quelle est la signification et l'importance de Laylat al-Qadr? Merci beaucoup. Donc moi, j'aimerais bien soulever un sujet qui est un peu linguistique. Oui. Les Arabes à l'époque du prophète et avant, le plus grand chiffre chez eux, c'était 1000. Ils n'ont pas millions, ils n'ont pas milliards, ils n'ont pas trillions. D'accord. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, le moment de la révélation, l'époque de la révélation, il connaît que 1000. Mais s'il y a millions, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va dire millions. Mais la capacité intellectuelle des gens à l'époque du prophète, il ne connaît pas plus que 1000. Oui. Donc il dit 1000 mois. Oui. Alors, dans le verset... Parce que je pense qu'il n'y avait pas aussi, désolé de vous interrompre, il n'y avait pas aussi le terme million. Oui, ça n'existait pas. Oui, Donc oui, le terme le plus élevé, c'était 1000. Dans le Coran, il n'y a que 1000, et à l'époque, parce que il me dit comme ب5000 من الملائكة مسوين ب1000 يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 parce qu'il n'y a pas plus que 1000. Alors dans le Coran, on trouve meilleur que 1000 mois. Donc nous avons meilleur déjà. Oui. C'est pas comme. Donc on ne peut pas dire comme 80 ans. Non, on peut. Donc c'est une récompense qui est innombrable. On ne peut pas l'imaginer. Notre mère Aïcha, quand elle a demandé au prophète si j'attrape ou bien si je trouve la nuit de destin, je dis quoi? Tu dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Oui. Alors c'est la plus grande chose qu'on peut la demander, surtout durant ces 10 jours-là. Déjà, la nuit de destin, elle est cachée. On ne peut pas la cibler. Sinon, si elle est ciblée ou bien mentionnée dans la sunna du prophète, alors tous les gens ils vont bloquer leurs devoirs, bloquer tout et se pencher. Et après, peut-être ils vont rattraper, vont reprendre leurs habitudes, peut-être mauvaises ou bonnes. Oui. Alors, elle est restée comme ça, cachée, comme un motif pour s'accentuer durant tous les 10 jours. Il ne faut pas se pencher le 20e, 22, 23 et négliger les autres. Et même quand elle passe la 27e nuit, peut-être c'est le 29. Oui. Donc le croyant, il doit se pencher dans toutes ces nuits-là. 10 jours, pas uniquement un jour en particulier. Ah oui. Parce que justement, on remarque qu'après la 27e nuit, les mosquées se vident un peu. Oui, il y a une négligence. Oui. Alors le prophète, pourquoi Allah a donné, c'est un cadeau pour la Ummah du prophète, le prophète il a remarqué que les gens de l'époque, de Nuh, d'Ibrahim, ils ont vécu 300 ans.
300 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما. Alors peut-être il était un peu triste parce que sa Umma il a vécu que 61, 70 et ils n'ont pas la chance pour adorer Allah des centaines d'années. Alors Allah a donné cette nuit pour la Umma du prophète alayhi salam, pour qu'ils peuvent, donc une personne âgée à 50 ans a assisté 50 Ramadan ou bien 40 Ramadan, il a assisté 50 nuits de destin, alors imagine, en parallèle, il a vécu combien d'années. Donc c'est comme une équation. Oui, exactement. Alors à présent, Cheikh Al-Aoussi, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet qui revient à chaque année. C'est un débat qui n'en finit pas par rapport à Zakat al-Fitr. Donc on rappelle que l'islam quand même est une religion de générosité et que au mois d'Ramadan il y a l'attribution de Zakat al-Fitr. Mais le débat qui persiste, doit être donné en espèces ou en fourniture alimentaire. Et c'est un débat qui continue jusqu'à présent. Et à chaque fois, les imams sensibilisent au niveau des mosquées sur cette question, sur le fait que ce débat n'a pas lieu d'être. Oui. Alors cette question, on ne la considère pas comme problématique, mais c'est un sujet qui remonte déjà vers les premiers siècles. On a des savants qui s'appuient sur le caractère d'adoration de Zakat al-Fitr. On a d'autres qui disent non, on cible le but ciblé par le prophète alayhi salatu salam. Donc ceux qui disent le caractère de l'adoration qui domine, on doit la donner nourriture. Et les autres, ils disent la nourriture, elle peut faire en quelque sorte un problème pour les nécessiteux. Oui, on doit la donner comme nourriture à la base, mais s'il a besoin de la nourriture. Je vous donne un exemple. Ici, dans l'Algérie, nous avons certaines régions qui sont lointaines. Il n'y a pas des grandes surfaces, il n'y a pas de boutiques là-bas. Si on leur donne de l'argent, donc l'argent, il représente un problème d'utilité. Donc il doit prendre un taxi comme le Barka, à côté de il y a certaines régions qui sont loin de... Alors, le nécessiteux, quand il prend de l'argent, il va faire quoi? Déjà pour déplacer vers une ville, la plus proche ville pour lui, c'est peut-être 200 km ou 100 et quelques. Donc il va dépenser de l'argent pour acheter le pois chiche. Donc pour eux, notre religion elle est flexible, elle n'est pas sclérosée. Donc eux, ils ont besoin de la nourriture. Farina, sha'ir, mais dans une région comme Oran, une grande ville, où il y a les besoins qui se varient. Il y a les cours des enfants, il y en a plusieurs engagements il y a plusieurs besoins qu'on doit en répondre. Donc celui-là, si on le donne la nourriture, déjà, il y a un nécessiteux qui ramasse la farine, qui vaut 600 dinars, c'était une alfoula, mais après le mois de Ramadan, donc il était obligé de la vendre. Avec la moitié de son prix, c'est-à-dire 30 000. Alors elle, normalement, il aurait dû prendre de l'argent, donc il se bénéficie avec 600 dinars. Mais il y a un problème, il faut la vendre, et après il prend la moitié de l'argent. Donc il a perdu la moitié de sa fortune. Oui, exactement. Mais récemment, on a vu que même l'Arabie Saoudite, ils ont fait des comptes pour Zakat al-Fitr qui est... C'est vrai, les dernières années, justement, ils ont rendu possible l'attribution de Zakat al-Fitr en espèces directement. Oui, même le prophète alayhi salam, quand il a parlé de Zakat al-Ibil, les chameaux, nous avons des calculs. 5, 10, 15, 20, 25. À 25, le propriétaire il doit donner Jada'a. Jada'a, c'est une chamelle qui a dépassé 4 ans. Et il dit, celui qui a 25, il doit donner Jada'a. Mais s'il n'a pas Jada'a, il n'a que les chameaux qui sont petits. Donc il doit donner Hiqqa, celle qui a fini 3 ans, et 2 moutons. Donc le prophète déjà il a vécu ce type de changement. Et s'il n'a pas de mouton, il doit donner 20 dirhams. Et il nous dit que le prophète chaque fois il nous dit Fulan a'lamukum bi kada, Fulan a'lamukum bi kada, Amin al-Umma, Ubayd ibn al-Jarrah, a'lamukum bil fara'id, Zayd ibn Thabit, a'lamukum bil halal wal haram,
Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal qui est le plus grand savant de l'illicite et l'illicite de la Ummah du prophète. Quand il était envoyé vers le Yémen, il a vu que le moment de zakat, ils ont ramené sha'ir. Donc Mu'adh ibn Jabal, il connaît que sha'ir, il existe à Médine et à la Mecque. Alors il a changé, il dit non, essaye de me donner de la tissu et des vêtements, parce que là-bas, on a besoin de ça. Oui. Donc vous voyez que la zakat doit répondre aux besoins. Aux besoins. Oui. Donc si je vous raconte une autre histoire, il y a dans une mosquée, on a après l'Eid, de 20 jours Hakda, un fourgon qui était stationné à côté de la mosquée. Il m'a demandé, essaye de m'aider de vider ça. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est de Zakat al-Fitr, mais personne ne veut la prendre. Zakat al-Fitr doit être sortie avant la prière de l'Eid. Oui. Oui. Comme ça, elle peut corriger. Parce que la Zakat al-Fitr, c'est quoi sa valeur? Elle est en sorte de prosternation, de correction de la prière. Oui. Si on fait une erreur pour la prière, on rattrape avec des Alors, Zakat al-Fitr, elle sert à corriger le jeûne du croyant durant toute la journée. Oui. Peut-être il y a du bavardage, il y a des propos obscènes. Donc, Zakat al-Fitr, elle sert à corriger le jeûne. Elle doit sortir avant la prière de l'Eid. Ou 2 jours avant, c'est ça? Ou 2 jours selon les besoins. S'il y a quelqu'un qui nécessite qui passe, on doit. Oui. Mais après, elle sert à quoi? C'est une sadara, mais une sadara qui m'a parlé alayhi salatu wassalam. Donc ce fourgon-là, il est plein, mais il n'a pas fait son devoir. Exactement, oui. Ouais. Les nécessiteux n'ont pas besoin de... Alors, Cheikh Al-Aoussi, pour rester toujours dans la thématique de Zakat al-Fitr, je vais vous poser une question que m'a chargé un téléspectateur qui regarde l'émission, qui m'a chargé de vous la poser. Je vais vous raconter un peu son cas. Alors, ce dernier est marié, mais il passe son ramadan avec son père et sa mère, donc chez ses parents. Il m'a dit, est-ce que c'est mon père qui sort la Zakat al-Fitr pour moi, ou est-ce que c'est lui qui va la faire pour ses parents? À la base, le Zakat qui est un pilier et Zakat al-Fitr. Zakat qui est un pilier de l'islam, c'est une Zakat qui est liée au bien matériel. Zakat al-Fitr, elle est liée au corps, aux personnes. Elle doit être sortie soit du père, soit de la personne. Mais si on veut pratiquer les lois, donc celui qu'on prend en charge, par exemple nos enfants, nos femmes, les sœurs, mais un jeune homme de 25 ou bien de 30 ans, donc c'est lui qui va répondre à ces... Donc c'est lui qui... Oui, mais si le papa fait sortir la zakat à sa place, donc c'est quelque chose de respect des liens familiaux. D'accord. Autre chose, je peux le rajouter, c'est le janin. Donc s'il y a une femme enceinte, est-ce qu'elle doit faire sortir pour son fœtus ou non? Donc il est recommandé. Pourquoi? Donc il est recommandé, mais ce n'est pas obligation pour le fœtus. D'accord. Alors une dernière question, Cheikh Al-Aoussi, avant de clôturer. Beaucoup de fidèles ressentent une baisse de leur spiritualité après le mois de Ramadan. Et comment justement maintenir cette ferveur tout au long de l'année et pas uniquement durant le mois sacré? Oui, le mois sacré, il est considéré comme une batterie qui alimente le cœur, qui alimente la spiritualité. Même le prophète, alayhi salam, il a un hadith qui est connu, « Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawri ». Le hawr, c'est-à-dire quand on lève l'imam. Le kawr, c'est quand on... Donc c'est un discours métaphorique. Le hawr ba'da al-kawri, c'est-à-dire la rétraction de la rectitude après avoir dans le droit chemin. Donc là, les parents et l'entourage qui doit chaque fois le secouer. Chaque fois, il doit le secouer pour se réveiller. Il ne faut pas... Déjà, notre salaf, quand il passe le mois de Ramadan, durant 6 mois, il invoque Allah pour accepter ce mois-là. Donc ils continuent au même rythme. Notre salaf continue le même rythme après le mois de Ramadan. Et ils ont peur qu'Allah n'exauce pas leurs prières, leurs invocations, leurs charités. Alors imaginez quelqu'un qui néglige et qui est tolérant et négligent.
Donc il doit se réveiller et son entourage joue un grand rôle sur, Oui, pour sur le cette sensibiliser personne. et le pousser Voilà. à maintenir cette ferveur. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup, Cheikh Laroussi, Merci à vous. pour ce magnifique partage. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Saha Aïdak aussi. Allah يبارك On n'aura فيك. pas l'occasion de se voir avant. الله Saha Aïdak et Saha. يقبل Et j'espère منا. qu'on aura l'occasion de vous voir très très Inch'Allah. prochainement pour d'autres thématiques. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah Merci à يبارك فيك. vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau. Mais tout d'abord, on vous emmène au théâtre régional d'Oran Abdelkader Aloula pour découvrir la toute dernière pièce réalisée par notre illustre dramaturge Mohamed Adar. On vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après. La quatrième non réalisée par Mohamed Adar et dont la générale a eu lieu au théâtre régional d'Oran Abdelkader Aloula. Une pièce mélangeant avec brio, tragédie et comédie et abordant diverses thématiques sociales et familiales dans la société algérienne. العرض زعما راني مقتنع به والجماعه كذلك راهي مقتنعه بالعرض الاول. العرض الاول سي ديفيسيل خاطر علاش ما راكش عارفه اش باغي يخرج منه. بور لو مومون الحمد لله وين بياس سوسيال تم المجتمع الجزائري تقريبا ماشي حتى المجتمع العربي. الدور تاعي في المسرحيه اللي هو المحرك، دور القوال اللي هو يوصف البنداده الشخصيه الرئيسيه، والحاجه اللي نمدوها في الميساج اللي نمدوه في المسرحيه اللي هو تعدد الزوجات. المسرحيه هذه يسموها الرابعه لا. هذه المسرحيه ذات طابع اجتماعي، تتكلم على بعض الشخصيات اللي عايشين معنا في المجتمع تاعنا، واكيد تعالج بعض المشاكل فيها. هو عارف واحنا في ثلاثه ما نعرفوش. تدخل الرابعه في ثلاثه نخرج. انا على الشيطان. Une pièce portée par des comédiens talentueux qui ont abordé avec subtilité des thématiques d'actualité, avec un brin d'humour et de sarcasme qui a été au goût du public présent. هي مسرحيه تحكي على تعدد الزوجات اللي هي اسمها الرابعه لا. فيها نوع من الكوميديا، فيها شويه كوميديا سوداء، فيها رسائل، فيها مسرح قديم. يعني محمد ادار راه من لي زونسيان استاذ تاعنا وراه وقت تاع الاولى والجماعه تما حاجه شغل حاجه تاع لي زونسيان جابها لنا دروك مع لي جان تاع دروك اللي راهم ممثلين، وبرافو عليهم يعطيهم الصحه. اليوم ليسونسيال اللي شفناه مليح ونقول حاجه ايجابيه هي انه المسرحيه جمعت ما بين الخبره والشباب. عجبتني الشيء اللي راه صاري، واحد ما عندهاش بغى يتزوج مع 3 نساء 4 نساء ويصبح في نساء. تماك موضوع مليح عجبتني. عجبني كي كان يمثل هذاك السميد هذاك ما بغاش يطلق وكاع. شكرا على الاستضافه عجبني الحال. نتمنى نجي كل يوم. Le quatrième art demeure ainsi un vecteur de valeur qui, à travers un goût spécial et authentique, reflète et valorise l'identité culturelle algérienne sous toutes ses formes. L'identité culturelle algérienne sous l'humour aiguisé de l'illustre Mohamed Adar. Une magnifique pièce dont j'invite tous nos chers téléspectateurs à aller découvrir en masse. On reste toujours dans la thématique du théâtre, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'illustre dramaturge oranais Mohamed Mehoubi. Monsieur Mehoubi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque fois d'ailleurs. Et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Monsieur Mehoubi, on va parler un peu de votre dernier one-man show, qui cartonne d'ailleurs. Vous êtes en train de faire toute une tournée au niveau des wilayas de l'Ouest. Un one-man show sous le titre Barin Shia. Déjà Shia. Chaque personne souhaite d'être heureux. Oui. Et d'être heureux, c'est-à-dire, d'après le personnage Fares, oui, d'être célèbre. Oui. Ah, il travaille beaucoup, il pense beaucoup, parce qu'il a raté son bac. Il a décidé d'aller vers le TikTok. Oui. Parce qu'il a remarqué que son ami a eu du succès. Oui.
Alors il veut faire la même chose. Oui. Alors c'est-à-dire c'est pas l'histoire ou l'idée générale, mais c'est-à-dire la façon de la réalisation. On a essayé d'être simple. On a utilisé tous les genres de théâtre tels que le stand-up, le one-man show, le monodrame, le monologue, oui. Parce que c'est des termes à expliquer, à définir. Tout à fait, oui. Alors, on a remarqué qu'actuellement, il faut être simple, il faut être rapide. Efficace. Et efficace, bien sûr. C'est la simplicité oui. et la rapidité, c'est l'équation d'être accepté. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la technique TCI. C'est quoi? C'est la transparence, c'est la caricature, amplifier l'interprétation et l'improvisation. C'est-à-dire on a essayé d'utiliser cette méthode parce qu'actuellement, on a remarqué que le public tend vers un spectacle actif, un spectacle dynamique, oui. un spectacle... il faut bouger. Il faut bouger sur scène. Alors on a essayé, mais oui. J'étais étonné que le public, il a accepté, oui. il a bien oui. accepté oui. le spectacle. Justement, aussi peut-être parce que la thématique aussi du spectacle, et c'est une thématique d'actualité. Aujourd'hui, tous les jeunes, voire même moins jeunes, sont penchés justement vers les réseaux sociaux et tout le monde y voit comme une sorte d'échappatoire ou comme une voie vers le succès. Et surtout l'argent. Exactement, donc le fait que vous avez traité cette thématique, c'est une thématique qui parle à tout le monde, oui, surtout sûr. Actuellement. Là, pour choisir un thème, il faut que le thème doit être vulgarisé, oui. doit exister, oui. et il doit être actualisé. C'est-à-dire, je ne peux pas parler... c'est-à-dire, on dit l'aspect sociologique. Le théâtre, il a une relation directe avec la société. On a remarqué que les jeunes Algériens oui. Travaillent beaucoup pour être célèbres. Oui. Et il aime l'écran, il aime l'image. C'est la raison pour laquelle on a dit comment exploiter cette idée et comment la théâtraliser. Oui. C'est ça Et le plus beau dans votre démarche artistique, c'est que même si c'est très drôle, c'est très comique, à un moment donné, ça bascule vers le drame. Il y a toujours la leçon et il y a toujours la morale derrière. Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, un comédien doit être polyvalent, oui. Doit être, avoir plusieurs arts, il doit être artiste, il doit être musicien, et aussi, c'est-à-dire, il doit jouer tous les genres théâtraux. Par exemple, on dit un genre, oui. Théâtre. Si c'est en pluriel, oui. Si c'est au pluriel, oui, c'est des genres théâtraux. Des genres théâtraux. Oui. Alors, il doit être comique, oui. Il doit être d'autres genres, c'est-à-dire, oui. Et pour montrer au public que je suis un artiste de théâtre. C'est vrai. Que j'ai préparé le spectacle. On dit, on improvise, mais on ne travaille pas dans l'improvisation. Il faut avoir une idée générale, initiale, et après on peut amplifier à travers l'improvisation. Il faut que ça ait du sens aussi, une improvisation. Il faut que ça ait du sens. Il ne faut pas juste improviser pour improviser. J'ai dit que on improvise, mais on ne travaille pas dans l'improvisation. Il faut que la matière première existe et je peux amplifier par l'improvisation si elle est imposée ou proposée par le public ou par une situation qui a été mal jouée ou un problème d'accessoires ou un problème de cause ou un public, surtout les enfants de théâtre, ils parlent beaucoup. La dernière fois, j'avais le problème des enfants. Une mère qui a amené avec elle 2 enfants. J'étais obligé pour les calmer de le faire monter sur scène et improviser avec eux. Oui, ça c'est très beau. Bon, je vais rester toujours dans la thématique de l'improvisation parce qu'il y a un détail qui m'a frappé lors de votre tout dernier one-man show. C'est à un moment donné où vous interrompez le spectacle et je vais utiliser un peu le jargon théâtral, vous brisez le 4e mur
Oui, oui, oui. pour rendre un hommage à Abdelkader Alloula. Bien sûr, oui, oui. Et donc justement, est-ce que cette improvisation... أنا je brise pas le quatrième. Le quatrième n'existe pas. Ah, d'accord. من هالأساس. D'accord. Il n'existe pas. Oui. Il n'existe pas. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être... c'est bien de jouer une pièce classique avec des normes, avec les unités, avec le temps, avec le lieu, avec la situation. Mais des fois, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la façon de rendre hommage à un géant de théâtre. Comme vous avez dit, j'ai pas brisé. J'ai cassé. Comment dire, j'ai explosé le quatrième mur pour rendre, parce que c'était le mois de mars. Oui, effectivement. Alors, je dois rendre hommage à Alloula parce que j'étais au théâtre de Alloula et grâce à Alloula que je suis ici à Canal Algérie avec Elias pour parler de mon projet. Oui. Au fait, la question c'était cette improvisation, est-ce qu'elle a été scriptée? Non. Donc dès le début préparée? Il a été programmé. Pendant Non. Il a été programmé pendant les répétitions. On a dit qu'on doit rendre hommage c'est-à-dire, le théâtre n'est pas constant. Oui. Le théâtre, c'est un art variable et vivant. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un temps exact chaque spectacle. Oui. C'est impossible. C'est impossible. On peut pas. C'est variable. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le tableau précis, la situation X, on doit rendre hommage à Alloula. Après, la manière... Et la manière, c'est-à-dire, l'improvisation, c'est l'état initial d'un travail. Parce que, par exemple, je suis en train d'organiser un casting. Pour avoir le meilleur comédien, je propose au comédien d'improviser. Le metteur en scène commence son travail par l'improvisation. Et après, on va structurer cette improvisation. Oui. Oui. Et vous êtes pour l'improvisation, en français, je pense, c'est organiser sans préparer. C'est la définition de l'improvisation. Et l'improvisation, c'est un terme musical que théâtral. Exact. C'est un terme musical. Il vient du jazz, plus précisément. Bien sûr. Effectivement. Oui, tout à fait. Il faut éviter de me parler de sujet du cinéma parce que je sais que vous êtes plus fort que moi. Non, pas du tout. Au contraire, vous êtes une bien meilleure pointure que moi. Alors maintenant, justement, M. Mehoubi, pour revenir à votre pièce de théâtre, on rappelle à nos chers téléspectateurs que la thématique, ça parle de l'acharnement pour atteindre la célébrité. Quel message voudriez-vous transmettre à travers cette pièce au public, notamment aux jeunes? Simplement, c'est-à-dire je dis aux jeunes, surtout aux jeunes algériens, laissez le temps faire son travail. Oui. Il faut travailler. Oui. Il ne faut pas penser pour avoir. Il faut travailler. Oui. Il faut travailler au maximum. Oui. Parce que lorsqu'on travaille, nous sommes en train d'investir. Alors, je suis... كيما نقولوا انا مقلق mais je dis aux jeunes Algériens ما تقلقوش. Il faut pas خلي يخدم, tu travailles et le futur va tracer notre trajectoire culturelle ou scientifique Tout à fait. Mais je pense pas que le bonheur c'est la célébrité. Il ne doit pas être forcé. Bien sûr. Oui, ça doit venir, une chose amène une autre. Oui. Il faut travailler. Oui. J'ai travaillé pendant 43 ans pour avoir un petit théâtre. Oui. Un petit théâtre qui aujourd'hui est une référence quand même dans la scène théâtrale oranaise. Bien sûr. Et même algérienne en général. Bien sûr, oui. C'est national aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on a reçu des étrangers pour préparer leur doctorat sur le théâtre de poche qui a été créé. Il faut travailler. Tout à fait. Monsieur Mehoubi, quand j'avais vu votre représentation de Je veux être célèbre. Exactement. J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre deux autres pièces, à savoir Ana Jazairi et Ana Naqra Ma Naqrash. Est-ce que c'est une forme de trilogie ou quelque chose comme ça? Parce que je suis ça rappelle le même personnage. Parce que forte bien. C'est vrai, il existe des scènes qui ont été reprises
في الباغي نشيع. D'accord. استعرف بك. Mais c'est pas des suites. Mais c'est pas forcément une suite. Parce que je me suis dit, est-ce que, vu qu'il fait écho à d'autres pièces, est-ce que c'est une forme de continuité? Non, 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 c'est pas une forme de... Il y a des scènes qui seront gravées. Oui. Il y a des spectacles اللي تبغي تعاودهم دي سبيكتاكل كاين دي سيتياسيون اللي تبغي تلعبهم باسكو سيتي رومارك اللي ما حسيت ما تفيقوش بيا باسكو ça fait 5 ans que j'ai pas produit un nouveau spectacle. Alors je pense que il fallait piocher un peu dans les anciennes archives. Ouais, les chefs sur YouTube ou les chefs, c'est vrai qu'il y a des scènes, surtout la scène اللي باغي نكتر روحي. Vous avez totalement raison. Alors, Monsieur Mépé, vous venez de dire que vous n'êtes pas monté sur scène depuis 5 ans. Enfin, vous n'avez pas la production. Oui, vous n'avez pas produit de pièces pendant 5 ans. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés justement lors de la préparation de votre tout dernier one-man show? J'ai décidé, parce que j'ai remarqué que après 22 spectacles, je dois produire le 23e spectacle. Oui. Alors, moi, je n'ai pas de problème pour produire. Oui. Parce que l'élément nécessaire et suffisant pour produire, c'est l'interprétation. Oui. Je peux éliminer le décor, je peux éliminer la musique, les moyens de théâtre, je peux mais je dis que mon spectacle est basé sur l'interprétation. Je dois être en forme, je dois bien manger, bien dormir, à ne pas penser. Bien concentré aussi. Ouais, bien, c'est ça. Oui. Bien manger et bien dormir, c'est bien concentré. Oui. Alors, il faut avoir le temps technique pour... il faut avoir l'occasion. Oui. Il faut avoir l'occasion pour et aussi la donner le spectacle au moment nécessaire. Et... Il faut avoir aussi la présence. Il y a par exemple de très bons comédiens, mais qui n'ont pas justement cette présence qu'on doit avoir sur scène là, devant tout un public. Là, pour avoir une bonne interprétation, il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup répéter. Et là, je répète beaucoup. Et à chaque fois, c'est différent. Ouais, je répète beaucoup. Oui. Et vous avez raison, mes spectacles ne sont pas identiques. À chaque spectacle, il y a une situation qui sera amplifiée, une musique qui sera insérée, parce que c'est ça le théâtre. Alors, j'ai remarqué des gens, des artistes qui travaillent, c'est-à-dire la dernière répétition, la générale, c'est ça la pièce. Non. La générale, c'est proposer le spectacle et après laisser la critique et le critique d'amplifier le spectacle. Exactement. Le théâtre, c'est pas seulement un cycle fermé, c'est un cycle ouvert. C'est un art vivant. Regardez que ça. Là, c'est un art vivant. Parce que ça change à chaque fois, à chaque représentation, c'est différent. Oui, bien sûr. Comme le direct. Effectivement. Comme le direct, c'est vivant. Mais au fait, vous avez cité un point qui m'a intéressé juste avant par rapport à l'intégration de la musique, etc. Je sais que vous avez un intérêt particulier pour l'intégration des technologies modernes dans le... Vous avez bien révisé. Mon projet a été toujours pour aboutir au slogan pour un théâtre, un genre théâtral algérien, universel scientifique. Je peux donner des conférences ou bien des débats sur l'insertion de la technologie au théâtre et les sujets scientifiques. Parce que le théâtre, c'est quoi? C'est l'énergie totale. Et l'énergie totale, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Le texte est une énergie potentielle qui ne bouge pas, elle est constante. Et la réalisation et la mise en scène, c'est une énergie cinétique où il y a le mouvement, il y a la vitesse. Alors, on ne peut pas parler de la mise en scène et on n'a pas des notions sur le mouvement, sur la trajectoire, sur la vitesse, sur l'accélération. On doit avoir cette technologie pour au moins communiquer avec le jeune Algérien, parce que le jeune Algérien, il a un niveau. Il a un niveau. Et il y a beaucoup de problèmes au théâtre algérien.
on écrit le texte, mais on n'écrit pas la mise en scène. On fait le schéma d'un texte, mais on ne fait pas le schéma d'un lettre. Parce qu'on cherche un outil de communication universel c'est-à-dire dire à l'autre que voilà la mise en scène de ma pièce. Tout à fait. Oui, Alors, ça permet aussi d'avoir des repères pour les comédiens. Bien sûr. Parce que sans mise en scène, uniquement avec le texte, il va l'interpréter à sa manière. Oui. Mais quand il y a des directives, donc là, il y a une mise en scène derrière. Il y a un texte schématique. Oui, tout à fait. C'est bien dit. Il faut avoir un outil de communication universel. Je peux travailler avec les Américains ou bien les Japonais et je ne maîtrise pas les scènes. Oui. Mais je maîtrise la langue. Oui. La langue, c'est à travers les signes, à travers le diagramme, à travers... C'est la raison pour laquelle, moi, je dis qu'on doit aller vers les séances. Et je suis pour, et j'ai travaillé beaucoup pour le théâtre scientifique. Et je suis en train de travailler beaucoup sur le théâtre scientifique, parce que c'est ça, le théâtre algérien universel. Et quand on voit le résultat, on ne peut que lui souhaiter longue vie à ce théâtre scientifique. Inch'Allah, j'étais beaucoup critiqué dans le passé, mais donc, alhamdoulilah. À chaque nouvelle démarche, il y a toujours des critiques. Oui, mais là, sûr. justement, on voit l'accueil du public. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure gratification que... Mais ce n'est pas une référence. Le public, c'est ça. Le public, c'est le moustahlik, Exactement. C'est le consommateur. Exactement. Mais on cherche la critique, la vraie critique. Les gens du domaine. À travers la télévision algérienne, je remercie le journal qui a, c'est-à-dire bien critiqué la pièce. Oui. Qui a bien, il m'a donné des points négatifs, mais on a la critique. Je suis le jeune algérien, il moute à la critique. Parce qu'à travers la critique, les Algériens, en tant qu'Algérien, mais affaire à suivre. En tout cas, on aura le plaisir d'en reparler très très prochainement, Inch'Allah. Monsieur Mehoubi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être parmi nous aujourd'hui, pour nous parler de votre magnifique One Man Show. One Man Show à qui on souhaite... c'est pas c'est un stand-up. C'est un travail individuel. C'est un parfait patchwork. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mehoubi, et on vous souhaite très très bonne suite pour la suite. نقول لك كلمه باش يفهموني كاع لي زالجيان نستعرب بك. الله يسلمك. خلعتني. الله يسلمك. فقت بيا. الله يسلمك. سي جوست ان بو دو ريشيرش. سيتي لو ريشيرش. ميرسي بوكو. ميرسي إلياس. نشكر ثاني كاع خوتي ليكيب تكنيك. جونتي. Et merci pour Canal Algérie. Et merci pour la télévision algérienne. Tout le plaisir est pour nous. رمضان مبارك. وتعيدوا بالصحة إن شاء الله. Inch'Allah, merci. Quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre tout dernier plateau, mais d'abord une petite pause musicale et on se retrouve juste après. يا واسع المخازن فضلك شلنا نصيب يا واسع المخازن فضلك شلنا نصيف حرمي تخين بالكعبة والهادي يا المولى خوي زادي لا تشفي فيا عادي صح فسادي ويتفاجئ كادي حاشا يخيد من قصدك يا جوال ويا من شلوقاوي وجوم وصوف بلغ من يتين المروى والصفا يا رب العباد كمل قصدي نمشي لحج ونزور نشاهد النبي ونبيت عرفه العظيم جلا وانا العبد الضعيف انت العظيم جلا وانا العبد الضعيف حولي وقوتي انا الا بك لايلك فيه والملك شريك يا خلاق رجايا فيك ربت اليك
في هادي وهادي تكلي عليك توفي لي ذا المراد لا تحرمني حتى نمتع بالشوق في مقام سيدي تقليد المصطفى شاهد النبي ونبيت عرفه بوجود نيتي رايتي انا عمل لطيف بوجود نيتي رايك يا نعم اللطيف نقضيف رايدي انا بالعزم ونحرم ونحج ونرجم بشمر بنيت الظالم بشرط لازم وندوغ الطيب زمزم ونقابل الحجر من قرحة الجبال نغنم الحج مع الطواف والوقوف ونسير البقيع نزور الخلفاء قريبا من قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي يا رب العباد من قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي والبيت عرفه رسول الله انت الحبيب حبيب قلبي يا قلبي لا تدوسني يا سيدي مرسول الرسالة الله 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 يا مولاي. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, consacrée aux nuits du conte et des arts vivants qu'a abrité la wilaya de Sidi Bel Abbas. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ce moment même l'organisateur de l'événement, M. Qader Ben Smicha, c'est ça? Marhaba bik, M. Ben Smicha. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce bel événement. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on va en parler plus en détail. On va d'abord profiter de notre deuxième invité. Donc c'est M. Fares Idir. Monsieur Fares, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aussi pour être parmi nous aujourd'hui. Donc pour rappeler, vous avez participé à ces nuits du conte. Donc on va un peu parler un peu du style de conte de chacun. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir... Merci beaucoup, bonjour, bonjour l'Algérie. Voilà. Tout le plaisir est pour nous. Alors, on va commencer, Monsieur Ben Smicha, par parler un peu de ce bel événement qu'a abrité la wilaya de Sidi Bel Abbas. Voilà. Si vous pouvez nous le présenter. Voilà, je tenais à remercier le Canal Algérie sur l'invitation et à titre d'information, le festival a été créé par le théâtre régional de Sidi Bel Abbas, d'ailleurs que je remercie le directeur Rachid Jororo, et il y a une pionnière dans ce domaine, Abbassia Midoun, oui, qui fait un très très bon travail. Donc moi je ne suis qu'un cordon qui lie les conteurs d'Algérie parce que je voyage beaucoup et je suis autant que conteur. Donc on a ramené, on pourrait dire, un patchwork de l'Algérie, tous les conteurs d'Algérie. Et dans plusieurs langues aussi. Voilà. Oui. Voilà. Et alors, pour revenir à l'événement en question, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet événement pour ce mois-ci, enfin pour le mois de Ramadan? Oui, en tous les cas, j'ai remarqué que dans notre beau pays, que j'aime bien, c'est qu'on manque de festivals de contes. Oui. Donc il y a eu des festivals, des très très grands événements. Je vous donne un exemple. Il y a eu un très grand festival de racontars, par exemple, en Kabylie. Oui. Il y avait tous les artistes je pourrais dire, de l'Afrique. Et il y a eu aussi, même à Oran, un festival qui a été créé par le Petit Lecteur, une association de femmes. Effectivement, oui, tout à fait. Donc, c'est malheureux parce que il y a des conteurs qui sont des conteurs algériens qui sont internationaux, qui font un travail énorme. Et dans toute l'Algérie, dans ce contexte,
je ne suis pas le seul en Algérie. Il y a pas mal de conteurs qui sont en Algérie, mais on manque de festivals, on manque d'événements. C'est pour ça que j'aurais sollicité que le festival ou les journées qui يترسموا dans notre ville, هذا هو le problème. Et par rapport maintenant aux participations des conteurs, comment se fait le choix? Le choix. Est-ce que c'est par soumission? Je vais faire une publicité. J'ai ramené la crème des conteurs. Bon, et on a essayé de ramener de la Kabylie, par exemple, Monsieur Fares, qui est en même temps conteur et psychologue, et qui s'occupe beaucoup des enfants. D'ailleurs, dernier un très très bon événement. Et vous avez, par exemple, j'ai essayé de ramener un ami de Rdeya, qui raconte en kabyle, quoi, et même de Tizi Ouzou. Et puis, Siham Kennouch, qui est connu à l'échelle internationale. Il y a aussi Jamila, qui est d'Oran, qui fait un très bon travail. Mahi, qui est en même temps écrivain et conteur. Il y a aussi, vous me dites, Naïma qui a fait ses preuves dans le domaine de théâtre. Donc c'est pour ça que, et notre but c'est sur l'art de la parole, sur l'art de la parole. Donc comment ça s'est organisé? Et parce qu'on a eu la chance, le directeur du théâtre régional, c'est un artiste. Donc le langage, il passe très vite. D'ailleurs, je salue. Tout de suite suivi dans l'idée. Voilà, c'est un artiste. Donc l'émission, plutôt le festival, dans un cinéma, parce que le théâtre régional est en réparation. Et on a suivi les traditions, blétaï, ou le qahwa, ou kulchi, ou donné khayma, c'est-à-dire une tente. Donc, donné les événements, fait le khayma ou fait l'akhor. Et voilà. Et il y a aussi une autre chose, il y a des conférences, des exposés. Par exemple, Lyoum, vous avez affaire à monsieur Hassan Metlef, qui est le président du festival Raconta, et vous avez un ami que je respecte beaucoup, Boukba, qui est un chercheur dans le domaine. On a ramené aussi des musiciens de Sidi Bel Abbas, comme Samir, comme monsieur Hadidi, sur l'art de la musique par rapport au théâtre. Comment Oui. Alors maintenant, Monsieur Fares Idel, je reviens vers vous, parce que Monsieur Besmicha a cité que vous êtes psychologue, donc, de formation. Donc quel rôle a joué le conte dans votre vie? Pourquoi justement l'importance du conte? Tout à fait. Alors, en fait, je vais parler de festival. Déjà, pendant le festival, le premier jour de festival, parmi le public, il y avait un enfant autiste avec sa maman. Et l'animatrice, il a annoncé que je suis conteur aussi, psychologue de formation. Juste après les spectacles, c'était vers minuit, la maman, il est venue chez moi, elle m'a dit, alors est-ce que vous êtes psychologue? Est-ce que vous pouvez voir mon fils, qui était autiste à l'âge de 15 ans, il s'appelle Abdelzak. Je dis, écoute, je suis là pour conteur, pour être psychologue, ça sera un petit peu compliqué parce qu'il faut beaucoup de séances et tout ça, beaucoup de travail. Je dis, bien d'accord, alors ramenez-moi son dossier, tout ça, on va essayer de faire à mon niveau, quoi, voilà. Et juste après, alors là, la maman, elle est venue, et puis elle a dit, moi je dis, je proposais, ce sera génial s'il raconte une histoire avec nous, carrément. Et du coup, voilà, alors le directeur, il a donné aussi le théâtre régional de Blabas. On a répété uniquement 2 heures, c'était très difficile pour moi de travailler avec... pendant 2 heures de monter un spectacle. Et à la fin, c'était avant-hier, alors pour moi, c'était mon tour pour raconter des histoires. Et juste après, je dis, bon, il y a une petite surprise pour le public. Et le 21, il était là, un enfant parmi vous, parmi le public, mais aujourd'hui, il n'est pas parmi vous dans le public, mais il est conteur. Il est là pour raconter une histoire. Pour moi, je me fous s'il raconte mal ou ça, c'est parce que ce n'est pas ça l'objectif. Mais mon objectif à moi, c'était aussi de monter sur scène. Tout à fait. Et puis à la fin, alors là, il a osé de monter sur scène et de raconter une histoire devant un public qui était vraiment magnifique. Alors ça, le conte, c'est une thérapie.
Voilà. La parole, c'est une thérapie. Et pas uniquement ça, parce qu'à Bel Abbès, il n'y a même pas 2 jours qu'on a préparé un spectacle avec un enfant pendant 2 heures. Et il faut imaginer aussi, si on a beaucoup aussi de temps, en tant que psychologue et artiste conteur, comment on peut changer carrément plein de choses en Algérie. Tout à fait. Pas uniquement à Bel Abbès. Et cette expérience, je l'ai fait à Béjaïa, je l'ai fait à Tizi-Ouzou, je l'ai fait à Ghardaya, je l'ai fait carrément dans le sud. Et après, il y a même pas 2 ou 3 ans, on l'a fait à Binisaf avec un centre pour les enfants handicapés. Et à la fin, bon, là, on a travaillé beaucoup. À la fin, les enfants qu'ils ont préparé et qu'ils ont fait un très bon spectacle. Mais ça se passe en Algérie. Là, bientôt, enfin, je ne sais pas, il y a quelques jours de ça, des enfants trésoriers, ils ont fait un spectacle de conte à Alger. Alors, ça se passe et c'est magnifique. Voilà. Très bien. Alors, pour revenir au festival de Bel Abbès, on voit quand même qu'il y a eu une interaction très particulière entre les conteurs et le public, qui rappelle un peu les contes, mais les contes des troubadours, par exemple. Tout à fait. De l'époque. Donc, est-ce qu'il y avait cette volonté de revenir vers ce conte populaire, purement populaire? Tout à fait. En tous les cas, il y a beaucoup de gens, avant de monter sur scène, ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas raconter, ce sera génial. Et après, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué avec tous les conteurs, comme il a dit Qadar, chacun qui est venu d'une région de l'Algérie, moi je viens de Kabylie, alors là, beaucoup de gens qui voilà, moi j'ai raconté la première histoire, c'était à Vavaïnouva, c'est tout le monde qui connaît la chanson de Idir à Vavaïnouva, mais c'est pas personne qui connaît le conte. Mais ça, j'ai essayé de raconter l'histoire d'Avavaïnouva. Il y a aussi de Ghardaya, notre ami Mouzabit, qui a raconté vraiment, Hadj Ibrahim, qui a raconté des contes. Qui a raconté voilà. un conte sur Ghardaya. Ghardaya, voilà. Je profite pour dire que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les gens ont aimé ça. Ou le Haja Tania, d'ailleurs que je remercie le Théâtre Régional, on a créé c'est-à-dire un concours de conteurs d'enfants. Donc, d'ailleurs, il va être primé. Et ce qui se passe, c'est que Benna Hadi Sahor, le musée de Mthab Ghenja, et il a eu la complicité de musiciens, d'un groupe de musique Ghenjawa. C'est le fils, Besmi Chaouchin, avec son école, qui sont baignés par cette musique. Donc, je suis très content pour cet événement. En fait, pour donner un peu une idée à nos chers téléspectateurs, est-ce que c'est possible de nous donner un peu une bribe de conte? Il n'y a pas de problème. Juste pour avoir une idée. الله يسلمك. في واحد البلاد، في واحد المدينة، في واحد القرية، في واحد المدرسة، زمان ريح برد شتاء مطر، المعلمة دخلت وقالت لهم اليوم يا أطفال عندنا درس في الفواكه. الفواكه فيها فائدة كبيرة. الفواكه مغذية للإنسان. مثلا التفاح. شكون منكم اللي يقول لي ويمد لي لون من لون التفاح؟ يمد لي لون من لون التفاح. كي داير؟ واش من لون؟ أصفر. يا أخي قلت لي أصفر. كنت كاين؟ روج. فوالا أحمر. وواحد آخر قال أصفر. في هذيك البلاد، في هذيك المدينة، في هذيك القرية، في هذيك المدرسة، وفي ذاك القسم كامل التلاميذ جاوبوا. غير الطفل الصغير رغم اللي نجيب وطيع الوالدين يسموه عباس. ذيك الليلة ما جاوبش. راحت له المعلمة وقالت له على ما تجاوبش؟ ناض كي جدع النخلة في الوجه مرسومة بسمة. تكلم وقال لون التفاح أبيض. أبيض؟ انتم شفتوا تفاح أبيض؟ عباس صمم وقال أبيض. وقال لها جدي قال البابا وبابا قال لي الأشياء نشوفوها من الداخل، وقلب التفاح أبيض. وجدي قال البابا وبابا قال لي إن الله ينظر لقلوبكم ولا لبشرتكم. ما كانش فرق ما بين التفاحة الصفراء والحمراء والخضراء، كامل تفاح كما العباد. Magnifique.
Magnifique, يعطيك الصحة, يعطيك الصحة, Monsieur Ben Smicha, parce qu'on remarque aussi qu'il n'y a pas uniquement le texte, il y a aussi l'interprétation qui va avec. Oui. Bon, j'aimerais beaucoup continuer à en parler davantage, mais malheureusement on est pris par le temps. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Qadar Ben Je Smicha. tiens à remercier au nom de tous tous les artistes de Sidi Bel Abbas l'invitation que vous nous avez offerte et l'occasion de s'exprimer avec Habibi. Tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir est pour moi. C'est un devoir et un réel plaisir. Merci beaucoup. Non, mais je pense que vous faites plus que le devoir. Hein. C'est une sincérité, c'est un témoignage. Merci pour Canal Algérie, merci pour la télévision algérienne. Et je profite, parce que je suis très grand bavard, je voudrais dire un grand salut, parce que demain on va créer un événement sur la journée mondiale du théâtre. Donc, un très grand salut à tous les artistes, tous les comédiens du monde, si je peux me permettre. Parfait. Et sur ces magnifiques paroles, je vous dis merci beaucoup à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour assurer le bon succès de cette émission. Je vous dis bonne journée, prenez bien soin de vous. Sahatalkom, et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. جار وفي